20h30 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin avec Marie-Roger Biloa, directrice d'Africa International Media Group. Bonne année Marie-Roger. Bonne année. On est ravis de vous retrouver en 2024, tel que nous vous avons quitté en 2023, radieuse et heureuse aussi d'un retour de voyage, notamment en Côte d'Ivoire. Vous allez nous raconter ça puisque vous avez suivi les grands débuts de la Coupe d'Afrique des Nations. Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Raphaël. Au sommaire, qui sortira en tête de la première étape des primaires côté républicain aux États-Unis? Les électeurs de l'Iowa choisissent leurs favoris. Un caucus qui voit s'affronter 6 candidats, dont Donald Trump en pleine tempête de neige. Les Sénégalais tiennent leur rang à la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, où les Lions de la Teranga se sont imposés 3-0 face à la Gambie cet après-midi. Autre Lion, les Lions indomptables, chers à Marie-Roger Biloa, le Cameroun bien sûr, qui a conclu son match 1-1 face à la Guinée. Et puis d'ici une demi-heure, l'Algérie affrontera l'Angola. C'est tout de suite, on va plus loin. Et c'est donc dans les prochaines heures qu'on devra avoir un premier aperçu de la tendance aux États-Unis. À 10 mois de l'élection présidentielle, les candidats à l'investiture républicaine s'affrontent. Première étape des primaires. Dans l'Iowa, comme à l'accoutumée, c'est 7 États du Midwest qui lancent la saison dans un format un peu particulier, le caucus ou réunion de militants. Explication avec Noémie Roche. Qu'est-ce qu'un caucus? Un caucus, dans la langue des Indiens algonquins, voulait dire une réunion des chefs. Dans les élections américaines d'aujourd'hui, ce ne sont pas des chefs tribaux, mais des membres des partis démocrates et républicains qui se réunissent en caucus pour choisir des délégués. Ces délégués vont ensuite à la convention de leur parti pour désigner un candidat à la présidence. Contrairement à une primaire où les personnes votent à bulletin secret dans un isoloir, un caucus est un événement public. Des participants se rassemblent en petits groupes dans des écoles, des casernes de pompiers ou chez quelqu'un pour parler des candidats et choisir les délégués. Et ils votent à main levée. Par tradition, l'Iowa est la première étape du parcours. Ce petit État est donc un baromètre important pour la suite. Autrefois des petits clubs fermés, les caucus se sont démocratisés. Une douzaine d'États et territoires organisent des caucus pour choisir des milliers de délégués. Tout électeur ayant la carte d'un parti peut participer. D'autres États organisent des primaires ou combinent les deux méthodes. Le processus dans sa totalité dure environ 4 mois, à partir de janvier ou février. Les démocrates et les républicains attribuent les délégués différemment. Les démocrates les répartissent en proportion des votes. Après avoir annoncé en 2023 son intention de se représenter, Joe Biden devrait facilement remporter l'investiture. Chez les républicains, le candidat majoritaire rafle souvent tous les délégués. La course à l'investiture devrait être une formalité pour Donald Trump, si l'on en croit les sondages. Le candidat qui a le plus de délégués à l'arrivée remporte la nomination du parti. Et c'est là que commence la dernière ligne droite. Voilà, vous avez tout le processus. Alors on en est qu'au début, au tout début, ce caucus donc dans l'Iowa, un scrutin perturbé par une tempête de neige, mais c'est une autre tempête qui pourrait bien tout balayer sur son passage et elle s'appelle Donald Trump. L'ancien président est donné grandissime favori par les sondages face à ses 5 concurrents qu'il ne s'est même pas donné la peine d'affronter une seule fois en débat. Écoutez en tout cas les 2 principaux, Nikki Haley et Ron DeSantis. Une autre dure vérité. Je pense que le président Trump était le bon président au bon moment. Je suis d'accord avec beaucoup de ses politiques, mais à tort ou à raison, le chaos le suit. Vous savez que j'ai raison, le chaos le suit. Et nous ne pouvons pas être un pays en désarroi dans un monde en feu et traverser 4 années supplémentaires de chaos. Nous n'y survivrons pas. Donald Trump se présente pour régler ses problèmes. Nikki Haley se présente pour régler les problèmes de ses donateurs. Moi, je me présente pour régler vos problèmes, les problèmes de votre famille. Je veux uniquement redresser ce pays. Marie-Roger, on le voit, tout tourne autour de Donald Trump. Eh oui, alors, c'est tellement, ça dépend de si on le soutient ou pas, mais c'est très désespérant qu'on ne semble pas avoir le choix, finalement. Parce que tous les sondages nous disent que personne d'autre n'a aucune chance à ce stade. Et ce que moi je retiens, parce que voilà,
On dit 85%, ne sais pas, 75%, 90%, j'ai même vu ça. Ce que je retiens quand même, c'est que tout ça se déroule dans une ambiance de terreur. Parce que on a vu là les partisans de Trump qui sont très agressifs et fanatisés, qui menacent sans arrêt tous ceux qui ne sont pas d'accord au sein du parti républicain. Par exemple, on a vu ceux qui n'étaient, les représentants, les membres du Congrès qui n'ont pas voté pour Jim Jordan, qui est le choix du speaker. Voilà, le choix du speaker, qui était très très proche de Trump, ont été menacés. Mitt Romney, qui avait voté pour l'impeachment, il dépense pour sa sécurité et la sécurité de sa famille $5 000 par jour pour un dispositif. Il y en a qui vivent avec des gilets pare-balles parce que, et toujours on parle du camp des Républicains, et aussi quand même, quand on voit les sondages, beaucoup d'Américains ont peur. Ils se disent, on est dans une période qui ressemble à la veille d'une guerre civile, ou même, il rappelle la guerre de sécession. Vous dites, oui, ça évoque les chemises noires, quoi. Voilà, c'est une ambiance effrayante. Je lisais, Michelle Obama se dit terrifié, d'autres qui se disent, au moment des élections, ils pensent que, et même parmi les républicains, pas que les démocrates, ils pensent qu'ils vont quitter le pays. Il y en a qui pensent que leur démocratie est menacée, et même l'existence des États-Unis. Alors, il a dit, voulant rassurer, qu'il ne serait dictateur que le premier jour de son mandat. Donc, il y a déjà une ça. forme d'admission, quand même. Hein. Et alors, quand on voit... Alors, une nouveauté aussi, c'est que l'électorat habituel de Trump, c'est ce qu'on appelle les rednecks, les blancs ruraux, etc. Mais maintenant, il a gagné beaucoup de soutien chez les catégories blanches plus éduquées. Et même parmi certaines minorités. Et même parmi les minorités. Enfin, ça ne fait que monter. Et c'est les causes qui m'intéressent. On dit que parmi ces catégories plus éduquées, ce qu'on appelle les cadres un peu ici, ce qui leur plaît, c'est, bon, bien sûr, le discours musclé envers la Chine, mais l'isolationnisme, et aussi, en particulier, le fait qu'on essaye de faire rendre des comptes à Trump. C'est exactement au moment où... Vous voulez dire que ces ennuis judiciaires le servent? Le servent, oui. Et ils trouvent que c'est de la chasse aux sorcières, alors que, quand même, les dossiers de Trump ne sont pas inventés. Oui. Gauthier Rybinski, on s'était quitté, non, on se voit tous les jours, mais s'agissant de Trump, quand même, on avait tous été marqués, frappés, je crois qu'on était ensemble d'ailleurs à l'antenne, ce fameux 6 janvier 2021, lorsque ses supporters avaient envahi le Capitole, on avait crié au coup d'État, le Parti républicain lui-même s'était désolidarisé, beaucoup étaient choqués, envisageaient... pour certains même de voter une procédure contre Donald Trump. Que s'est-il donc passé depuis pour que non seulement il soit réhabilité, malgré même l'échec de ses candidats, des candidats qu'il avait soutenus au midterm, mais même pire que ça, qu'aujourd'hui ce soit lui qui désigne à la vindicte les rares qui, au sein du Parti républicain, comme le décrivait Marie-Roger à l'instant, osent encore s'opposer à lui. Comme d'ailleurs Chris Christie, qui a jeté l'éponge tout récemment, et qui a fait l'objet d'intimidation, comme le décrivait Marie-Roger. Oui, ce qui pose vraiment question, c'est de voir que cette Amérique, une partie de cette Amérique qui n'est pas à la traîne, qui est une Amérique, on va peut-être pas dire millionnaire, mais qui est aisée et qui a, on va dire, les moyens matériels de sa réflexion, abonde dans le sens de Trump. Donc ça veut dire aussi, si vous voulez, qu'on n'est pas uniquement dans l'appréciation de résultats objectifs, mais dans la représentation de ce que doivent être les États-Unis. Je prends un exemple. Régulièrement, les enquêtes disent que pour à peu près 60% des Américains, les enjeux économiques et sociaux sont prioritaires. Très bien. Dans le même temps... L'inflation, on en entend beaucoup parler, par exemple. Alors, voilà. Sauf que le bilan de Biden, en l'occurrence, est très loin d'être catastrophique. Eh ben non, pour l'emploi, pour l'inflation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose comme une falsification de la perception des résultats? On a même un reproche qui est formulé à Biden, et qui est intéressant aussi. On dit, sous Biden, les inégalités se sont accrues. Mais
que je sache, pour beaucoup d'Américains, les inégalités ne sont pas en elles-mêmes quelque chose de scandaleux, mais simplement le reflet ou l'illustration ou l'expression de compétences ou de non-compétences individuelles. C'est-à-dire que... Vous voulez dire le résultat de la loi du marché? Eh ben, finalement, oui, bien sûr. Et donc, pourquoi tout d'un coup Biden se ferait l'objet de ce reproche-là? C'est intéressant parce que, encore une fois, ça veut dire que dans cette furie qui suit Trump, malgré tout ce que vous avez cité, le Capitole, c'est-à-dire au fond la subversion des institutions américaines. Autre exemple, la pudibonderie traditionnellement républicaine. Il n'y avait pas si longtemps un candidat républicain qui aurait eu le soupçon d'une affaire adultérine aurait été immédiatement éjecté. Là, Donald Trump a eu une relation avec une actrice pornographique, ça ne fait aucun... Alors, c'est pas moi qui vais défendre la pudibonderie républicaine, mais ça ne fait aucun problème. Et on est dans l'Iowa, État conservateur s'il en est sur ces questions. Tout à fait. Oui. Et alors, et même justement dans cet État, théoriquement, c'est le gouverneur de Floride, DeSantis, qui devrait être en avant, parce qu'il est encore plus à droite. Ses valeurs, oui, voilà, il est encore plus à droite que... Oui. Mais non, les gens, il y a quelque chose d'assez mystérieux. D'autant, Marie-Roger, on se souvient qu'au lendemain des élections de mi-mandat précisément, qui avaient montré la déconfiture des candidats soutenus par Trump, le grand vainqueur, et qui faisait à l'époque figure de favori pour la prochaine présidentielle, c'était DeSantis. Que s'est-il passé? Il s'est effondré lui-même, mais aussi... je sais pas, il y a quelque chose, depuis qu'on écoute tout ça, on nous dit sans arrêt que Trump est en avant. Sentiment d'inévitabilité. Voilà, il y a absolument. Et on a vu certains dans les nouvelles catégories qui, maintenant, votent pour lui. Je parlais des gens plus éduqués. Parmi les raisons, ils disent également, parce que Nikki Haley me plairait bien, mais je pense que c'est Trump qui va gagner, alors on soutient Trump. Donc, il y a Trump a quelque chose de fascinant et aussi c'est assez incroyable qu'on n'arrive pas à lui faire rendre des comptes aux États-Unis. Et c'est précisément, dit-on, lorsqu'on suit tout ça, c'est au moment où on parlait de cette pudibonderie, c'est au moment où un tribunal à Manhattan l'a inculpé, je crois qu'il a été condamné d'ailleurs, c'est la première fois une condamnation criminelle, c'est précisément à ce moment-là, semble-t-il, selon les sondages, qu'il est remonté alors que justement les journalistes d'ailleurs sur lequel il fait appel et le procès en appel a lieu en ce moment. Alors que les midterms l'avaient beaucoup affaibli puisque ces candidats étaient laminés. Cette question, évidemment, de qui parviendra peut-être à fédérer les anti-Trump, parce que finalement c'est ça qui se joue dans ces primaires. Elle prend d'autant plus d'importance dans un caucus où rien n'est écrit d'avance, tout se joue dans la dernière ligne droite via des ralliements, puisque ce sont des militants physiquement qui expriment leur soutien à l'un ou l'autre des candidats et qui peuvent changer d'allégeance, comme on dit, qui peuvent changer de champion. On va peut-être revoir dans le courant de cette nuit émerger ce que pourrait être une alternative à Donald Trump au sein du Parti républicain. Si d'aventure, voilà, les partisans de l'un ou de l'autre décidaient de rallier l'un des candidats, c'est-à-dire en gros, au lieu d'avoir 5 adversaires face à lui, Trump n'en avait plus qu'un ou deux, est-ce que ça pourrait constituer une force susceptible de le déstabiliser ou une dynamique? Il y a une chose que moi j'ai notée par rapport à Nikki Haley quand même. Il y a un des sondages qui disait que si elle se retrouve face à Biden, elle le bat encore plus fort que Trump. Donc, ça veut dire qu'elle a un potentiel. Et s'il y a une dynamique, si elle arrive à déclencher une dynamique autour de sa personne... En séduisant davantage de modérés que de modérés, et elle compte beaucoup là-dessus d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle a moyennement investi là, dans le Iowa. Elle attend beaucoup le New Hampshire, là où elle a beaucoup plus de réunions, elle a plus investi, parce qu'elle se dit que là, si elle a fait une percée spectaculaire, voilà, les sponsors, il y a quelque chose qui peut basculer en sa faveur. On a déjà vu des surprises dans l'Iowa. On a l'exemple d'Hillary Clinton qui était favorite en 2008 et finalement c'est Barack Obama qui s'était imposé et qui au final avait emporté l'investiture, Gauthier. Oui, tout comme Joe Biden qui avait eu un début calamiteux et qui a dû attendre justement la Caroline du Sud pour se remettre en selle. Donc ça relativise un peu cette affaire d'Iowa qui est au fond presque fortuite parce que ça remonte à une histoire des démocrates qui avaient rendu très opaque une décision et du coup on a dit on va faire un caucus, alors qui est un déni aussi finalement de démocratie parce que ça paraît être très participatif, mais justement parce que c'est très ouvert, ça laisse la porte possible
aux influences, aux intimidations, puisqu'on est en petit comité. Oui, parce que alors, faut qu'on explique ce que c'est. C'est pas du tout un vote à bulletin secret. Voilà. Des militants se réunissent physiquement dans des salles et vont dans différents coins de la salle, finalement, faire allégeance à l'un ou l'autre des candidats. Donc vous imaginez, compte tenu de ce que disait Marie-Roger tout à l'heure, je regarde ce que vous avez voté et vous n'êtes pas dans la ligne, et attention, on vous a à l'œil. Bon, vous voyez, toutes sortes de choses peuvent fonctionner comme ça. Surtout que le caucus et les caucus sont financés par les partis. Et contrairement aux primaires, qui sont financés par le pouvoir public, par l'État. Reste une question. Là, on évoque évidemment le cas des Républicains et donc d'un semblant, en tout cas, de compétition, même si Donald Trump est très loin devant dans les sondages. Encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et on a vu dans le passé les dynamiques se casser complètement. Surtout là, au début, on est très au début du processus. Là, lors des caucus en 2004, John Kerry s'était imposé contre toute attente et il avait fini effectivement par remporter l'investiture. On pourrait donc avoir des surprises. En revanche, côté démocrate, Biden étant président sortant, il n'y a absolument aucun suspense. Oui, apparemment, on estime que c'est trop tard parce que la seule chose qui pourrait peut-être faire changer de candidat, c'est un événement naturel. C'est-à-dire soit il a une crise cardiaque, soit il décède. Mais on ne lui souhaite pas, évidemment. Évidemment non, mais on semble penser qu'il n'y a plus la possibilité de présenter un autre candidat, de faire émerger. Maintenant, c'est un peu tard. Et voilà, donc... Comment expliquer, avec toutes les qualités de Joe Biden en tant que président, qui n'a quoi qu'on pense, n'a pas démérité, mais lorsqu'on voit aujourd'hui la menace que représente sa candidature face à Donald Trump dans les sondages, comment expliquer qu'il n'y ait pas un réflexe de survie des démocrates pour lui trouver une alternative? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous avez cette aile gauche, je ne sais pas si on peut l'appeler encore comme ça, qui découle de ce qu'on appelle le wokisme, mais qui, à la limite, serait presque prête à faire élire Trump plutôt que de voter pour Biden. Donc, qui plus est depuis le déclenchement de la guerre à Gaza. Tout à fait. Essentiellement depuis ce moment-là. Bon, il y avait des choses qui étaient dans les tuyaux, comme on dit vulgairement, mais c'est vrai que c'est la guerre à Gaza qui a déclenché ça. Et puis... En gros, pour dire, on veut faire payer à Biden son soutien à Israël. Son soutien à Israël, tout à fait. Et puis, en même temps, il y a d'autres choses qui sont en jeu. C'est-à-dire que si on part du principe que le wokisme est une sorte de communautarisme développé et excroissant, à ce moment-là, il y a des enjeux que défend Biden qui ne correspondent absolument pas. C'est pour ça que je remettais en cause le terme de gauche. Donc, il y a ça. Il y a le fait aussi que l'appareil démocrate a curieusement bétonné la candidature de Biden et que surtout, il n'y a pas de relève, sauf une qui est le gouverneur de Californie, mais qui semble attendre une échéance ultérieure. Et donc, le danger vient de là. De la même manière qu'Hillary Clinton, finalement, avait souhaité passer son tour en 2004 face à Bush, candidat à sa réélection, pour attendre 2008. Ce faisant, elle avait permis sa réélection. Sa réélection. Mais avec cette différence, si vous voulez, qu'aujourd'hui... il y a quand même quelque chose de gênant dans cette attitude démocrate. D'un côté, ne pas prévoir l'avenir, mais de l'autre côté aussi, pour certains, de dire que Biden est tributaire alors de sa santé ou de ses dérapages. En réalité, vous voyez comment est le bonhomme. Quand il est dans des affaires, dans des temps précis politiques extrêmement forts, il n'y a pas d'erreur de la part de Biden. Il y a des erreurs quand il fait des anecdotes personnelles où il mélange les lieux, des personnes. Mais sur les discours politiques, il n'y a pas d'erreur. Quand il est en Ukraine ou quand il parle d'Israël, de Gaza, il est... Ou de Donald Trump, comme il l'a fait dernièrement, et de la démocratie. Marie-Roger, est-ce qu'il y a, et on en arrêtera là évidemment pour ce thème, mais est-ce qu'il y a du côté démocrate une forme d'inconscience de certains à soit jouer la défaite de Biden, soit jouer le coup d'après, et donc, ce faisant, faire le lit d'une nouvelle victoire de Donald Trump? Est-ce que vous le voyez comme ça? Moi, je vois plutôt une forme de déférence vis-à-vis de Biden, qu'on n'ose pas, puisqu'il a dit qu'il allait se représenter. Après avoir dit qu'il ne ferait qu'un mandat. Est-ce qu'il y a aussi de sa part, d'une certaine manière, une trahison? C'est sûr, mais aucun n'a dit ça. On n'a pas vraiment entendu... Ils se sont pliés, ils se sont dit, bon, je dirais comme en Afrique, c'est le vieux, il faut respecter, c'est ça. Et en plus, il n'a pas démérité, c'est un
un bon leader pour les démocrates. Et qui commence à faire son âge aux yeux des électeurs. Et voilà, bon, mais maintenant, il y a un problème de perception pour les électeurs, etc. Mais le Parti démocrate n'a pas envie de le désavouer. Donc, ils sont coincés, alors qu'il faudrait peut-être penser à des hypothèses plus efficaces pour gagner. Et peut-être que dans un an, on s'en reparlera en disant, et si les démocrates avaient changé de monture en cours de course. On verra évidemment le résultat de ces élections, c'est dans 10 mois maintenant. Les Sénégalais tiennent bien leur rang à la Coupe d'Afrique des Nations, où les Lions de la Teranga se sont imposés 3-0 face à la Gambie cet après-midi. Autre Lion, les Lions indomptables, le Cameroun face à la Guinée, 1-1 à l'issue du match. Et puis ce soir, dans 10 minutes maintenant, l'Algérie affronte l'Angola. Marie-Roger, vous y étiez pour le match d'ouverture, c'était samedi à Abidjan. La Côte d'Ivoire s'est imposée 2-0 face à la Guinée-Bissau. Vos impressions? Eh ben, mes impressions, c'était le bonheur d'assister à une coupe, une CAN qui démarre de manière normale. Parce que j'avais à l'esprit l'accident industriel qu'a été la CAN au Cameroun. Elle aurait dû avoir lieu en 2019. Et pour cause d'impréparation, la CAN a été reportée. On a retiré la CAN au Cameroun et ça a été joué en Égypte. Alors du coup, quand c'est le tour du Cameroun en 21, c'était déjà le Covid. Donc ça a déjà plombé les choses. Et tout le reste, ça a été des malversations, des problèmes avec des stades non finis. Le nombre de fois où la CAF a failli retirer à nouveau ou annuler et virer le Cameroun. Et ça a été absolument épouvantable. Et les Camerounais ont été couverts de honte. Et ça continue jusqu'à la fin. Tout ça se paye. Les stades n'étaient pas finis. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a des problèmes avec les sous-traitants, des chantiers non finis. Et à la fin, lorsque la CAN a commencé, il y avait des problèmes de sécurité parce que des accès n'avaient pas été achevés. Et il y a eu une dizaine de morts et 50 blessés. Donc j'avais ça à l'esprit en me disant, voilà une CAN qui se tient à date. Elle a été reportée à cause du Cameroun, bien sûr, tout a été décalé. Mais la cérémonie était absolument magnifique. Il y a eu aussi quelques petits problèmes. Peut-être qu'il y en aura aussi, mais je dirais, ça n'a rien à voir. Ouais. Et voilà. Et puis, je dirais, il n'y avait même pas de stratégie derrière au Cameroun, comme on voit en Côte d'Ivoire, où on a fait des stratégies pour développer le tourisme, tout court, le tourisme d'affaires. Et on a vu dans la ville d'Abidjan pas mal d'activités qui ont été organisées par le secteur privé. Par exemple, des galeries d'art qui ont fait des expos particulières, etc. Enfin, c'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi, pris en main. Et voilà. Et ce qui est dommage au Cameroun, c'est qu'il n'y a seulement pas eu de feedback pour dire qu'est-ce qu'on a mal fait et qu'est-ce qu'on aurait pu. Au contraire, les gens qui avaient été pointés du doigt comme responsables de cette débâcle ont été promus. Il y a eu impunité totale. Et je crois que c'est un boulet que traîne le Cameroun en ce qui concerne la CAN. Alors la CAN a clairement, semble-t-il en tout cas, si l'on vous entend et si on entend la plupart des commentateurs, franchi un cap cette fois, dopé par des moyens sans précédent. Néanmoins, parce qu'il y a toujours quand même des esprits chagrins, il faut bien le reconnaître, le match d'ouverture s'est déroulé devant un stade rempli à moitié, 37 000 spectateurs sur les 60 000 que peut accueillir le stade Alassane Ouattara. Gauthier Ribinski, à quoi l'attribue-t-on? Alors semble-t-il, c'est en gros certains malins, comme il y en a à chaque événement sportif, avaient accumulé les billets dans l'espoir de les revendre et puis ils ont fait chou blanc. Je veux bien accepter de faire partie des esprits chagrins. Oui, il y a cette hypothèse-là. Il y a l'hypothèse aussi des sponsors qui avaient acheté beaucoup de billets et qui n'ont pas réussi. Bon. Elle est placée où? Elle est placée, mais ça, pour moi, c'est une illustration, c'est presque un symbole de, si vous voulez, le risque de décalage entre ce qui a été ambitionné, ce qui a été fait même dans les travaux réalisés, et la suite. Ça ne serait pas la première fois que dans une compétition sportive d'ampleur, et on a connu ça par exemple en France avec les Jeux Olympiques d'Albertville. Comme de calibration. Voilà, de calibration de calibrage par rapport à la réalité. Et ça, c'est une question, si vous voulez, qui me paraît, dans le cadre du développement africain,
qui a une certaine forme d'indécence. Parce que s'il faut faire des cannes à chaque fois pour que les pays d'Afrique envisagent de mettre vraiment les mains dans le moteur et pour réaliser quelque chose, alors il en faut tout le temps. Simplement, la question que je me pose, c'est ensuite, est-ce que tout ce qui a été monté pour être à la hauteur de l'événement, est-ce que ça perdurera une fois que l'événement n'aura plus lieu, sera terminé? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les infrastructures très belles vont servir? Est-ce que ce que disait Marie-Roger perdurera, notamment en termes de, justement, de développement artistique? Ce ne sont que deux exemples. Et c'est vrai que c'est une question qu'on pose, pas qu'en Afrique. Hein, on posait la même question au Brésil. Voilà. Absolument. On l'a posé même d'ailleurs lors des JO de Séville, je crois, ou de Barcelone, en Espagne. Marie-Roger, est-ce qu'il faut que la vitrine soit à la hauteur pour créer un effet d'entraînement, même si on n'a pas immédiatement la possibilité de remplir? Ou est-ce qu'il y a vraiment un problème, comme disait Gauthier, de calibrage, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas surestimé la capacité aujourd'hui à organiser un événement régional dans des pays où les classes moyennes n'ont pas forcément les moyens de voyager en masse pour aller assister à ces événements? Je vais vous dire qu'ils viennent déjà beaucoup plus en Côte d'Ivoire qu'ils sont venus au Cameroun. Bon. Parce que libre circulation, c'est beaucoup plus intégré. La Côte d'Ivoire, un pays plus attrayant, etc. On n'y vient pas par bus. Et voilà, n'est-ce pas? Et il y a quand même un problème, c'est que effectivement, tout ça n'est pas bien calibré. Et c'est aussi à cause la responsabilité de la CAF et de la FIFA. C'est eux qui exigent. Il nous faut au moins un stade de 10 000 à 15 000, et puis pour l'ouverture, un stade de 40 000, et c'est eux qui réclament tout ça. Ils se retrouvent maintenant à être obligés de trouver les moyens de les remplir. Exactement. Donc les États, puisqu'il y a une espèce de compétition telle à organiser, on va la faire, on va faire encore mieux, les États se retrouvent lancés là-dedans. Et je dirais, la différence, c'est après, ceux qui appréhendent la situation se disent, qu'est-ce qu'on va faire après? Et je trouve qu'en Côte d'Ivoire, on y pense un ça qu'ailleurs. C'est vrai qu'au Cameroun, après dans une décennie de développement. Voilà. Et vraiment, il y a un vrai plan qu'il faut lire, qui est très intéressant. Ben là, il reste à l'appliquer. Mais au Cameroun aussi, il y a une chose qui a été faite. Il faut le reconnaître, au moins un mérite, c'est qu'il y a une commission qui a été créée après pour exploiter, utiliser les stades pour en faire, je sais pas, des événements divers, du spectacle, des meetings politiques, des meetings religieux, enfin toutes sortes de choses. Et bon, on va voir si ça marche, mais au moins ça a été créé. Merci beaucoup Marie-Roger Biloa, de retour de la Cannes pour France 24, enfin de retour pour venir chez nous à France 24. Gauthier Rybinski également avec nous, c'est la fin d'On va plus loin, on se retrouve dans 3 minutes pour un journal.